Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 2 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les 3 sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte, mes 2 sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du Palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Toutes les 3, aucune de vous 3 ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc, il faut que j'ai des bons arguments. Mais j'en ai pas trouvé, en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours, l'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc, si c'était à refaire pour moi, je serais pas allé. Mais du coup, pour mes enfants, je me suis dit, je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre, qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls. Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer.
Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les trois sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte, mes deux sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du Palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Tous les trois, aucune de vous trois ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de la Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc, il faut que j'ai des bons arguments. Mais j'en ai pas trouvé, en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours, l'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc, si c'était à refaire pour moi, je serais pas allé. Mais du coup, pour mes enfants, je me suis dit, je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre, qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls. Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer.
Exercice 2. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Au musée d'archéologie du Haut-Adige, les visiteurs en apprennent beaucoup sur la momie Ötzi et sa découverte par hasard dans un glacier il y a 27 ans. C'était un événement. Non seulement le corps de cet homme de l'âge du cuivre était presque parfaitement conservé, y compris sa peau couverte de mystérieux tatouages, mais avec lui tout son équipement. Dans la glace, tout a bien résisté au passage de 5300 ans. Si bien que les visiteurs du musée peuvent aujourd'hui observer de près ses vêtements en cuir, son arc, son sac à dos, ses chaussures, chaque élément frappe par sa ressemblance avec nos objets modernes. L'exposition présente également les recherches archéologiques et biologiques dont fait l'objet notre ancêtre. Enfin, la momie elle-même est visible à la fin de la visite, pour ceux qui le souhaitent. Le corps nu est allongé dans une chambre froide, les curieux le contemplent à travers une petite fenêtre. 2 visiteurs allemands, Kurt et Birgit Stanger, viennent de le faire. J'éprouve un sentiment de recueillement. On est devant lui et on sait le temps qu'a passé cette momie dans la glace pour être finalement retrouvée par hasard. Et là, on l'a pour de vrai devant soi. C'est un sentiment sublime. C'est quand même un sentiment bizarre parce que c'est aussi un cadavre, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Il est certes cryogénisé, mais c'est un mort. Je ne sais pas, moi, si ça me plairait d'être allongé là et que tout le monde me regarde. L'Hibernatus des Alpes est la momie la plus examinée du monde, par les touristes, mais surtout par toutes sortes de scientifiques. Radiographie, scanners, biopsie, ils analysent tout ce qu'ils peuvent. Il y a quelques années, une équipe internationale a même pu déchiffrer son ADN. Voilà pourquoi nous en savons beaucoup sur cet homme. Andreas Putzer, archéologue. Il avait dans les 45 ans au moment de sa mort. Nous savons comment il est décédé. Il a été assassiné par un tir de flèche. Ça s'est passé à l'endroit où il a été trouvé, dans la commune de Senales, à environ 3200 mètres d'altitude. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est ce que cet homme venait faire là-haut. La découverte très médiatisée de la momie en 1991 a contribué à la vocation d'Andreas Putzer, qui s'est spécialisé depuis dans l'archéologie de haute montagne. Aujourd'hui, il la trouve toujours aussi fascinante. Mais cette fascination n'est pas réservée qu'aux spécialistes. Selon lui, c'est parce que ce corps a conservé une apparence humaine, ce qui n'est pas le cas par exemple des ossements qui nous sont aussi parvenus du néolithique.
Au musée d'archéologie du Haut-Adige, les visiteurs en apprennent beaucoup sur la momie Ötzi et sa découverte par hasard dans un glacier il y a 27 ans. C'était un événement. Non seulement le corps de cet homme de l'âge du cuivre était presque parfaitement conservé, y compris sa peau couverte de mystérieux tatouages, mais avec lui tout son équipement. Dans la glace, tout a bien résisté au passage de 5300 ans. Si bien que les visiteurs du musée peuvent aujourd'hui observer de près ses vêtements en cuir, son arc, son sac à dos, ses chaussures, chaque élément frappe par sa ressemblance avec nos objets modernes. L'exposition présente également les recherches archéologiques et biologiques dont fait l'objet notre ancêtre. Enfin, la momie elle-même est visible à la fin de la visite, pour ceux qui le souhaitent. Le corps nu est allongé dans une chambre froide, les curieux le contemplent à travers une petite fenêtre. Deux visiteurs allemands, Kurt et Birgit Stanger, viennent de le faire. J'éprouve un sentiment de recueillement. On est devant lui et on sait le temps qu'a passé cette momie dans la glace pour être finalement retrouvée par hasard. Et là, on l'a pour de vrai devant soi. C'est un sentiment sublime. C'est quand même un sentiment bizarre parce que c'est aussi un cadavre, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Il est certes cryogénisé, mais c'est un mort. Je ne sais pas, moi, si ça me plairait d'être allongé là et que tout le monde me regarde. L'Hibernatus des Alpes est la momie la plus examinée du monde, par les touristes, mais surtout par toutes sortes de scientifiques. Radiographie, scanners, biopsie, ils analysent tout ce qu'ils peuvent. Il y a quelques années, une équipe internationale a même pu déchiffrer son ADN. Voilà pourquoi nous en savons beaucoup sur cet homme. Andreas Putzer, archéologue. Il avait dans les 45 ans au moment de sa mort. Nous savons comment il est décédé. Il a été assassiné par un tir de flèche. Ça s'est passé à l'endroit où il a été trouvé, dans la commune de Senales, à environ 3200 mètres d'altitude. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est ce que cet homme venait faire là-haut. La découverte très médiatisée de la momie en 1991 a contribué à la vocation d'Andreas Putzer, qui s'est spécialisé depuis dans l'archéologie de haute montagne. Aujourd'hui, il la trouve toujours aussi fascinante. Mais cette fascination n'est pas réservée qu'aux spécialistes. Selon lui, c'est parce que ce corps a conservé une apparence humaine, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des ossements qui nous sont aussi parvenus du néolithique.
Exercice 3. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Corinne Godard, dites-nous déjà peut-être quelles sont les grandes tendances un peu partout dans le monde dans les organisations au travail. Alors, ce qu'on essaye de mettre en avant là dans cet ouvrage avec mon collègue Serge Volkov, c'est que depuis quelques décennies maintenant, c'est pas tout récent, on a de plus en plus un temps de travail organisé sur ce qu'on a appelé le modèle de la hâte. C'est-à-dire, alors ce modèle de la hâte, il va se traduire par le plus visible sont souvent des accélérations des rythmes de travail qui traduisent des formes d'intensification du travail, mais c'est aussi des modes d'organisation basés sur de la flexibilité, des outils de production, des ressources humaines, des personnels même, développement de la polyvalence, être toujours en juste à temps finalement, de faire juste à temps, c'est voilà. ça, last minute. Hein, c'est ça, c'est-à-dire de faire face à des changements permanents qui nous placent souvent dans des situations de perpétuel apprenti. Et puis il faut être à l'heure, il faut rendre les choses à l'heure, donc une espèce de presse temporelle dans tous les sens qui fait qu'on peut avoir le sentiment d'être débordé sans avoir toujours les moyens ni le temps de s'interroger collectivement sur pourquoi on en est arrivé là. Née à Amiens, Amina Eltmali fait des études de droit. Cette entrepreneuse franco-marocaine est une passionnée de la création africaine. Spécialiste en marketing digital, professeure et journaliste, elle met toutes ses connaissances en jeu afin de promouvoir l'artisanat africain. Elle séjourne en Guinée-Conakry, Sénégal et à son retour en France, riche de ses expériences et rencontres, elle lance sa plateforme Kilim en 2019. Depuis, Kilim est devenue une marque. Aujourd'hui installée entre Marrakech et Rabat, cette grande voyageuse milite pour la valorisation des matières et la découverte des produits africains. En passant par des coopératives d'artisans ou directement avec les artisans eux-mêmes, Amina Eltmali, fondatrice de Kilim, va du local à l'international. Je me suis rendu compte que les produits faits par les artisans sont beaucoup plus valorisés par les étrangers en fait, et moins localement. C'est-à-dire qu'on a un contraste assez saisissant, par exemple au Maroc, entre le savoir-faire de ces artisans et le choix des consommateurs. Les consommateurs marocains préfèrent acheter des produits, par exemple, qui viennent de l'extérieur, Espagne, France, États-Unis, alors que localement, ils ne voient pas la valeur en fait du produit, alors que ces produits sont plus valorisés par les étrangers. Et comme chaque dimanche, votre rendez-vous avec l'univers des jeux vidéo. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet très récurrent dans le monde du jeu vidéo, celui de la mixité. Exactement. Selon les derniers chiffres, 48% des joueurs sont des joueuses, mais seulement 24% des travailleurs du domaine sont des femmes. Faut savoir que la création de jeux vidéo est donc un secteur encore très masculin, notamment à cause du sexisme présent dans les studios et du retard des femmes sur la pratique. Heureusement, les choses avancent, les choses continuent à évoluer grâce aux joueuses qui prennent plus la parole sur le sujet et aux initiatives mises en place par des associations en France et dans le monde. L'une de ces initiatives a lieu d'ailleurs aujourd'hui, ce week-end à Paris, c'est l'événement Jeux vidéo au féminin qui cherche justement à vous faire rencontrer des femmes qui font le jeu vidéo d'aujourd'hui et de demain. Il est organisé avec des associations comme Women in Games et Afro Gamers
joueuses. L'événement a débuté hier à la Cité des Sciences et se poursuit aujourd'hui avec des tables rondes sur les métiers, les communautés, l'art et la musique dans le jeu vidéo notamment. De quoi enrichir un peu vos connaissances du domaine et découvrir des profils de créatrices, mais aussi découvrir des jeux qui sont créés par des femmes. Exercice 1. Mais tout de suite, reportage. Lila, Loline et Oriane ont 12, 15 et 17 ans. Et les trois sœurs n'ont jamais été à l'école de leur vie. Leur apprentissage s'est toujours fait à la carte, comme l'ont décidé leurs parents. Cette semaine, mardi dernier, avec tout un groupe de jeunes qui, comme elles, ne vont pas à l'école, elles se sont rendues au Palais de la Découverte à Paris pour assister à un atelier de chimie. Elles étaient accompagnées par leurs parents, Frédéric et Claudia. Alice Milo a suivi la petite famille, micro à la main. Donc on est au Palais de la Découverte. Mes deux sœurs ont fait un atelier et moi j'en ai fait qu'un seul. Donc il y avait une intervenante du palais qui nous a fait un exposé sur les couleurs. Toutes les trois, aucune de vous trois ne va à l'école alors? Ouais, c'est ça. On a le lundi, on fait du cirque. Après, le mardi, de temps en temps, donc on vient au Palais de Découverte ou à la Cité des Sciences. Après, on a aussi des cours d'anglais avec une amie américaine qui vient chez nous. On fait du bricolage, du théâtre, de la danse. Donc on a plein d'activités comme ça. Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous n'alliez pas à l'école? C'est nos parents qui ont décidé, donc... Papa, maman, le papa? C'est moi qui étais à l'origine de l'idée. C'était à la naissance d'Oriane, donc il y a 17 ans. L'idée de l'école est apparue dans ma tête. Et je me suis dit, un jour, je vais lui dire, ma chère fille, demain, tu vas aller à l'école. Et je dois lui expliquer pourquoi elle y va. Et donc il faut que j'ai des bons arguments. Mais j'en ai pas trouvé en fait. En regardant mon propre parcours, j'ai fait beaucoup d'études, mais mon activité quotidienne tous les jours,
L'école ne m'a servi à rien, strictement rien. Et donc si c'était à refaire pour moi, je ne serais pas allé. Mais du coup, pour mes enfants, je me suis dit, je vais leur offrir ce potentiel de temps à leur disposition, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent de leur temps. Et donc vous en avez parlé à votre chère et tendre, qui est ici. Et madame, vous étiez d'accord? Non, moi j'étais pas d'accord, j'ai mis 3 ans à être d'accord, au moins 3 ans. Pour moi, c'était évident que les enfants apprennent en dehors de l'école. Moi-même, j'avais été prof d'histoire géo et je voyais très bien que 2 ou 3 mois après un contrôle où les élèves avaient eu des bonnes notes, ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris et qu'ils étaient censés savoir. Donc, de ce point de vue-là, au point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas eu besoin de me convaincre. En revanche, je me disais que les enfants allaient être seuls. Donc, suite à ça, vous avez constitué des groupes avec d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et ça permettait de résoudre ce problème de sociabilité? Exactement, oui. On a commencé avec 25 personnes à qui j'ai envoyé le tout premier message il y a 12 ans. Là, il y a 1050 familles qui entrent sur le site de la vie qui est à www.l'écoledelavie.org et c'est un réseau, en fait, de familles qui organisent des choses ensemble pour se rencontrer. Exercice 2. Au musée d'archéologie du Haut-Adige, les visiteurs en apprennent beaucoup sur la momie Ötzi et sa découverte par hasard dans un glacier il y a 27 ans. C'était un événement. Non seulement le corps de cet homme de l'âge du cuivre était presque parfaitement conservé, y compris sa peau couverte de mystérieux tatouages, mais avec lui tout son équipement. Dans la glace, tout a bien résisté au passage de 5300 ans. Si bien que les visiteurs du musée peuvent aujourd'hui observer de près ses vêtements en cuir, son arc, son sac à dos, ses chaussures, chaque élément frappe par sa ressemblance avec nos objets modernes. L'exposition présente également les recherches archéologiques et biologiques dont fait l'objet notre ancêtre. Enfin, la momie elle-même est visible à la fin de la visite, pour ceux qui le souhaitent. Le corps nu est allongé dans une chambre froide. Les curieux le contemplent à travers une petite fenêtre. 2 visiteurs allemands, Kurt et Birgit Stanger, viennent de le faire. J'éprouve un sentiment de recueillement. On est devant lui et on sait le temps qu'a passé cette momie dans la glace pour être finalement retrouvée par hasard. Et là, on l'a pour de vrai devant soi. C'est un sentiment sublime. C'est quand même un sentiment bizarre parce que c'est aussi un cadavre, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier. Il est certes cryogénisé, mais c'est un mort. Je ne sais pas, moi, si ça me plairait d'être allongé là et que tout le monde me regarde. L'Hibernatus des Alpes est la momie la plus examinée du monde, par les touristes, mais surtout par toutes sortes de scientifiques. Radiographie, scanner, biopsie, ils analysent tout ce qu'ils peuvent. Il y a quelques années, une équipe internationale a même pu déchiffrer son ADN. Voilà pourquoi nous en savons beaucoup sur cet homme. Andreas Putzer, archéologue. Il avait dans les 45 ans au moment de sa mort. Nous savons comment il est décédé. Il a été assassiné par un tir de flèche. Ça s'est passé à l'endroit où il a été trouvé, dans la commune de Senales, à environ 3200 mètres d'altitude. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est ce que cet homme venait faire là-haut. La découverte très médiatisée de la momie en 1991 a contribué à la vocation d'Andreas Putzer, qui s'est spécialisé depuis dans l'archéologie de haute montagne. Aujourd'hui, il la trouve toujours aussi fascinante. Mais cette fascination n'est pas réservée qu'aux spécialistes. Selon lui, c'est parce que ce corps a conservé une apparence humaine, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des ossements qui nous sont aussi parvenus du néolithique. Exercice 3. Corinne Godard, dites-nous déjà peut-être quelles sont les grandes tendances un peu partout dans le monde dans les organisations au travail. Alors, ce qu'on essaye de mettre en avant là dans cet ouvrage avec mon collègue Serge Volkov, c'est que depuis quelques décennies maintenant, c'est pas tout récent, on a de plus en plus un temps de travail organisé sur ce qu'on a appelé le modèle de la hâte. C'est-à-dire, alors ce modèle de la hâte, il va se traduire par le plus visible sont souvent des accélérations des rythmes de travail qui traduisent des formes d'intensification du travail, mais c'est aussi des modes d'organisation basés sur de la flexibilité
flexibilité, des outils de production, des ressources humaines, des personnels même, développement de la polyvalence, être toujours en juste à temps finalement, de faire juste à temps, c'est voilà. ça, last minute. Hein, c'est ça, c'est-à-dire de faire face à des changements permanents qui nous placent souvent dans des situations de perpétuel apprenti. Et puis il faut être à l'heure, il faut rendre les choses à l'heure, donc une espèce de presse temporelle dans tous les sens qui fait qu'on peut avoir le sentiment d'être débordé sans avoir toujours les moyens ni le temps de s'interroger collectivement sur pourquoi on en est arrivé là. Née à Amiens, Amina Elkmali fait des études de droit. Cette entrepreneuse franco-marocaine est une passionnée de la création africaine. Spécialiste en marketing digital, professeure et journaliste, elle met toutes ses connaissances en jeu afin de promouvoir l'artisanat africain. Elle séjourne en Guinée-Conakry, Sénégal et à son retour en France, riche de ses expériences et rencontres, elle lance sa plateforme Kilim en 2019. Depuis, Kilim est devenue une marque. Aujourd'hui installée entre Marrakech et Rabat, cette grande voyageuse milite pour la valorisation des matières et la découverte des produits africains. En passant par des coopératives d'artisans ou directement avec les artisans eux-mêmes, Amina Elkmali, fondatrice de Kilim, va du local à l'international. Je me suis rendu compte que les produits faits par les artisans sont beaucoup plus valorisés par les étrangers en fait, et moins localement. C'est-à-dire qu'on a un contraste assez saisissant, par exemple au Maroc, entre le savoir-faire de ces artisans et le choix des consommateurs. Les consommateurs marocains préfèrent acheter des produits, par exemple, qui viennent de l'extérieur, Espagne, France, États-Unis, alors que localement, ils ne voient pas la valeur en fait du produit, alors que ces produits sont plus valorisés par les étrangers. Et comme chaque dimanche, votre rendez-vous avec l'univers des jeux vidéo. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet très récurrent dans le monde du jeu vidéo, celui de la mixité. Exactement. Selon les derniers chiffres, 48% des joueurs sont des joueuses, mais seulement 24% des travailleurs du domaine sont des femmes. Faut savoir que la création de jeux vidéo est donc un secteur encore très masculin, notamment à cause du sexisme présent dans les studios et du retard des femmes sur la pratique. Heureusement, les choses avancent, les choses continuent à évoluer grâce aux joueuses qui prennent plus la parole sur le sujet et aux initiatives mises en place par des associations en France et dans le monde. L'une de ces initiatives a lieu d'ailleurs aujourd'hui, ce week-end à Paris, c'est l'événement Jeux vidéo au féminin qui cherche justement à vous faire rencontrer des femmes qui font le jeu vidéo d'aujourd'hui et de demain. Il est organisé avec des associations comme Women in Games et Afro Gamers. L'événement a débuté hier à la Cité des Sciences et se poursuit aujourd'hui avec des tables rondes sur les métiers, les communautés, l'art et la musique dans le jeu vidéo notamment. De quoi enrichir un peu vos connaissances du domaine et découvrir des profils de créatrices, mais aussi découvrir des jeux qui sont créés par des femmes. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement.
Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.